On passe à la présentation suivante. Alors, je vais appeler peut-être, voilà. L'équipe de l'hôpital Bichat, avec Madame Micheline Clodon, qui est psychologue clinicienne à l'hôpital Bichat, et Madame Caroline Danto, une patiente experte, qui va témoigner. On va voir la portée du témoignage de ces patients dans la prise en charge de nos patients et peut-être dans la modification de nos représentations et de notre regard. Voilà. Donc c'est Madame Micheline Clodon qui commence. Oui, donc bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Parce que vous m'avez présenté comme étant psychologue à l'hôpital Bichat. Alors c'est vrai que j'y ai été 40 ans dans le service de psychiatrie et d'addictologie du professeur Lejoyeux. Et puis j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Et en prenant ma retraite, j'ai fait un constat que j'avais fait tout au long de mes années de pratique, qui était un constat finalement assez attristé, mais qui nous conduit ici, Caroline et moi, qui est celui que vous connaissez bien, c'est que les patients, et notamment vous concernant, les patientes arrivent trop tard en consultation d'addictologie. Voilà. Elles arrivent trop tard et du coup, vous savez qu'en matière d'addiction, on est dans une course contre la montre et qu'il faut essayer de gagner du temps et plus encore en périnatalité. Donc notre objectif aujourd'hui, quand j'ai quitté l'hôpital, je me suis dit que le temps que je continuais d'exercer, j'allais le consacrer à former, à sensibiliser les intervenants de proximité qui voient les patients, les patientes bien avant nous et qui finalement les renforcer dans leur capacité de pouvoir intervenir et de pouvoir poser un mot, parce que sur cette parole-là, j'ai été très confortée par les patients experts, puisqu'il y a environ 20 ans, à l'hôpital Bichat, des patients m'ont dit « Mais écoutez, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous vivons ». Et en effet, ça m'a paru une évidence. Et du coup, nous avons initié le concept de patient expert, et qui à l'époque était surtout pensé pour les patients et qui, les années passant, est de plus en plus pensé pour les patients, bien sûr, mais aussi et surtout pour former les intervenants de proximité que vous êtes. Parce que quand on a vu un patient expert et surtout qu'on l'a entendu, au fond, exprimer les besoins, leurs besoins, eh bien on garde en tête et on se dit, je vais essayer de finalement répondre à la demande des patients, qui parfois, comme vous allez le voir, peut être une demande qui peut paraître ambivalente pour le moins. Mais Caroline va nous expliciter un petit peu tout ça. Alors, on a très peu de temps, parce que moi on a une demi-heure je crois, mais j'ai fait le choix de laisser 20 minutes à Caroline, parce qu'au fond c'est son témoignage, et pour être en cohérence avec ce dont j'essaie de témoigner, je pense que la parole du patient est encore plus importante, bien plus importante que la mienne. Je tiens à remercier les intervenants précédents et notamment Madame Kassem qui me fait juste une passerelle sur la question du tabou, la question de la parole non dite, et du coup va nous permettre tout à fait de... Alors, comment j'ai vu que vous aviez eu des difficultés, donc je ne vais pas, il n'y a pas de raison que j'en ai pas. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un S à 5e édition, j'ai vu ça hier soir, mais il était trop tard. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, parler alcool, cela s'apprend. Alors, pourquoi est-ce que cela s'apprend? Parce que ce que nous apprennent, ce que nous ont appris les patients experts, c'est on ne peut pas formuler de demande. Donc, tout à l'heure, je vous entendais dire approcher la question, et moi, j'ai envie de vous dire systématiquement aborder la question des consommations de produits et notamment de l'alcool. On va se centrer sur l'alcool parce que, pour reprendre une parole d'un de nos maîtres, en tout cas un des miens, le docteur Kiritse Topor, qui a formé nombre de généralistes,
qui nous a enseigné, ça a été un de mes maîtres, et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il n'a pas arrêté de nous dire « le silence tue plus que les produits ». Le silence tue plus que les produits, et ça, je crois que c'est vraiment important à retenir en tête. Vous avez peur d'être maladroit, vous avez peur d'être indélicat, eh bien, allez-y, parlez, parce que de toute façon, le silence est mieux que les produits. Et nos patients experts nous ont appris, mais vous savez, on est très indulgent avec vous, hein, parce qu'on sait que vous ne savez pas faire, mais en tout cas, on apprécie une parole. Et Caroline vous expliquera ça. Donc, une demande, elle ne vient pas. On va y venir, on va voir pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a particulièrement ce malaise sur l'alcool? Ben, ça a été dit, hein, ça a été redit, et simplement je reviens dessus, à cause des représentations mentales. Ces représentations, elles précèdent la rencontre, c'est important, c'est comme si on avançait sur un terrain miné. Le terrain miné, il est miné par les représentations, vous l'avez très bien dit, Madame Kassem. On interroge, hein, qu'est-ce que vous, avec nos étudiants en médecine, que Caroline a formés encore avant-hier, hein, les externes, nous on les forme systématiquement maintenant. Les patients experts sont considérés à ce jour comme des formateurs à la faculté de médecine, et du coup, quand ils interrogent, y compris les externes, qu'est-ce que tu as en tête sur un homme, une femme alcoolique? On a les mêmes représentations que sur l'ensemble de la société, avec un peu plus d'hésitation, parce que quand même ils sont médecins, et quand on est médecin, ça ne se fait pas trop, mais on a un homme, effectivement, il n'a pas de volonté, etc. Et donc, du coup, ces représentations, il faut considérer qu'elles précèdent, que c'est un terrain miné, et que nous, ce qu'on va essayer de faire sur ces quelques minutes, c'est de vous aider à déminer le terrain. Donc, monsieur, madame, tout le monde, hein, on voit bien qu'il a ces représentations, et vous le disiez très bien, madame Kassem, encore, effectivement, ça bouge un peu, mais pas tant que ça. Hein. Au fond, oui, c'est vrai qu'on a ces histoires, et puis, surtout, quand même, ce qu'il ne faut pas négliger sur l'alcool, c'est qu'on est tous consommateurs, et que les effets psychotropes, on les connaît, vous le disiez, moi, ça m'arrive de prendre un verre, et du coup d'en connaître les bons effets. Alors, dès qu'on essaie de parler alcool, ah oui, mais vous faites-moi où j'en suis. Et puis, je pense que dans cette salle, on a peu de temps, mais si on faisait un sondage, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, un père, un frère, un ami, un conjoint, qui a des soucis avec l'alcool. Et donc, comme on est poursuivi un peu par ça, comment on va faire pour s'adresser à une personne qui a elle-même des problèmes d'alcool, alors qu'on pense s'adresser à son conjoint, à son père, à son frère? Donc, si c'est difficile d'aborder la question alcool pour un homme, ça l'est encore plus pour une femme. Hein, et du coup, les représentations, vous l'avez très bien dit, les représentations classiques sur lesquelles on tombe quand on fait des formations, un homme, c'est effectivement un bon vivant, mais rappelez-vous quand même toujours les chansons qui nous animent, qui sont au cœur même de la problématique en France. Il est des nôtres, il a bu comme les autres, mais c'est un ivrogne, ça se voit rien qu'à sa trogne. Donc on est dans ce paradoxe qu'il faut boire, mais il ne faut pas boire trop, parce que sinon on passe du mauvais côté. Et là, hein, ce qu'on entend en entreprise, on fait beaucoup avec Caroline et les autres patients experts, beaucoup d'alcoolologie d'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend? L'alcoolique, c'est celui dont on parle, à qui on ne parle plus. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais on ne va pas lui en parler. Alors vous voyez bien qu'on va, si j'ose dire, de plus grave en plus grave. On a les représentations chez l'homme, on les a chez la femme, qui, effectivement, la première représentation qui vient quand on interroge nos étudiants, nos travailleurs sociaux, c'est la mauvaise mère. Et alors, évidemment, que... Pardon, je voudrais bien... Voilà, ah non, voilà, ah, je voudrais bien avoir mon échographie, là. Alors, voilà, et donc... voilà, merci. Et donc, vous voyez bien que, du coup, la représentation est impossible chez la femme enceinte. Une femme enceinte ne peut pas boire. Je vous donne cette petite anecdote. Il y a une vingtaine d'années, je vais faire une formation auprès de sages-femmes dans le Nord, parce qu'à l'époque, elles étaient très avancées. Et du coup, je leur explique les représentations et qu'il faut en parler, etc. Et l'une des sages-femmes me dit, écoutez, ce que vous dites, je ne suis pas fière, mais je vais vous donner ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Je faisais une échographie du 5e mois à une femme, et je lui dis, regardez, madame, comme c'est mignon, votre bébé, il boit. Et la femme de répondre, moi aussi. Et cette sage-femme, avec beaucoup de courage, nous expose, et je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, j'ai été sidérée, elle n'avait pas le profil, enfin, j'imaginais pas qu'elle boive. Et donc, je lui ai dit, oh, regardez, madame, on va regarder le petit cœur, comme c'est mignon.
Et puis elle dit, je suis rentrée, j'étais très tourmentée. Je me suis dit, mais elle m'a dit, elle boit, elle boit. Et donc le soir même, elle a réfléchi à ça. Le lendemain, elle a pris son téléphone et elle a dit, Madame, je crois j'ai oublié de vous parler de quelque chose hier, vous pourriez revenir aujourd'hui. Et donc, elle est revenue et elle a entamé un parcours de soins. Je trouve que cette vignette clinique, elle est très parlante parce qu'elle dit à quel point, et Caroline et les autres patients experts nous l'expliquent sans cesse, les patients attendent une parole pour saisir la perche. Ils ne pourront pas demander, mais si on leur demande, en revanche, on a toute cette expérience et donc ce qui nous invite à en parler, Alors, pardon, j'essaie de faire vite. Donc, le premier point, c'est tenir compte des représentations et se dire il faut y aller, il faut faire le ménage d'abord chez soi pour pouvoir aborder. Et le second point que nous ont exposé les patients experts, c'est à quel point la question de la maladie est fondamentale, et vous en avez parlé. Aborder le dysfonctionnement du circuit de récompense est quelque chose qui soulage énormément les patients, de comprendre que ce n'est pas elles qui sont en faute, qui sont vicieuses, mais qu'en effet, c'est bien le circuit de récompense. Et moi, je vous invite vraiment, parce que par expérience, j'ai vu à quel point c'était aidant, laissez des supports. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de supports. Laissez des supports. Regardez ce petit support système de récompense et addiction. On n'a pas le temps de le voir là, mais il dure 3 minutes et il montre, vous voyez, comment est-ce que notre circuit de récompense s'enraye et comment, à l'idée même de, vous voyez, l'image du cerveau, elle est très aidante parce que c'est pas moi, c'est mon circuit de récompense qui dysfonctionne et donc je peux, du coup, j'ai bien quelque chose de tangible, c'est mon circuit de récompense et c'est pas moi qui suis une mauvaise femme et ça c'est vraiment très important. Donc je vous invite aussi, par rapport à ce que disait Madame Kassem sur l'attachement, c'est aussi l'attachement à la relation qui va être installée avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un support, mais un support non pas dans la salle d'attente, hein, vous leur mettez en main propre parce que ça va être support du lien entre vous et votre patiente. Donc ça, c'est le petit schéma. Et puis un autre point qui est très important, qui moi, j'ai mis quelques années, je ne suis pas très rapide, alors j'ai mis quelques années à comprendre l'importance de cette nouvelle classification DSM-5. En quoi elle est tellement importante? Elle est importante par rapport à ce qu'on a dit sur les représentations. Au lieu d'être alcoolique, on a un trouble de l'usage de l'alcool. Et un trouble de l'usage de l'alcool qu'on peut qualifier faible, modéré ou sévère en fonction des troubles. Les patients experts connaissent ces troubles parfaitement et les exposent et les illustrent par des vignettes cliniques. Un travail qui a été récompensé par la Société française d'alcoolologie récemment d'une interne a montré que les étudiants en médecine, entre un témoignage, entre un cours qu'on leur a fait sur le DSM et le témoignage d'un patient qui illustre les critères, à 3 mois, ils ne se souvenaient plus avoir eu un diaporama. Par contre, ils se souvenaient parfaitement des vignettes cliniques et ils avaient retenu parfaitement les critères du DSM. Donc moi, je vous invite à les connaître pour permettre de travailler avec vos patients la gravité du trouble. Notamment, je regarde le temps qui passe très très vite, notamment parmi ces critères, il y en a un sur lequel je ne peux pas insister, je ne peux pas ne pas insister, qui est la perte de contrôle. Vous le savez parce que vous êtes addictologue, mais nos patients, ils ne le savent pas forcément. Le critère de perte de contrôle, il est fondamental parce que beaucoup de patients, pour le coup, hommes comme femmes, font l'expérience de s'arrêter quelques jours pour vérifier qu'ils n'ont pas de problème d'addiction. Et donc, du moment que je peux m'arrêter, hein, l'idée c'est j'ai des tremblements, des sueurs, ça va, je continue. Or, l'idée de perte de contrôle va permettre aux gens de comprendre. Moi, j'ai souvent coutume d'expliquer aux patients que c'est comme le thermostat. Chez vous, le thermostat a sauté. Et donc, il ne peut plus régler. C'est ça. Et du coup, vous pouvez très bien vous arrêter quelques semaines, mais quand vous reprenez, la machine s'emballe. Et ça, c'est vraiment important qu'ils l'entendent parce que ça permet de gagner du temps. L'abandon des activités, hein, on le voit bien, et la confrontation aux pertes. Et pourtant, dire à un patient « je sais que c'est plus fort que vous » donne quelque chose de l'image propre. Et donc, si c'est plus fort que vous, l'addiction, il va falloir, nous, avec le patient, être plus fort que l'addiction. Alors, je vous invite aussi, moi j'aime bien la pédagogie, à regarder et inciter les patients à regarder ce film, La soif de vivre, qui est absolument une très 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 belle illustration, vous le disiez très bien Madame Kassem, et à quel point c'est important. Aujourd'hui, les femmes cadres sup sont extrêmement en danger et quand elles sont enceintes, elles peuvent en effet poursuivre leur consommation. Et plus
le statut socioculturel élevé, plus c'est difficile d'aborder la question. D'où l'importance, en effet, d'avoir un peu des pistes et de se dire comment cette femme, par exemple, en arrive à ce problème. Je vous rassure, ça finit très bien. Alors, l'idée, c'est d'accompagner les patients vers le soin. Comment on va les accompagner? On l'a dit et redit, mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est connaître les lieux, bien sûr, vous avez des répertoires très bien faits, mais aussi connaître des personnes, parce que la personne va se rendre là où on lui dit de se rendre auprès d'une personne. On a confiance. Si je dis allez donc à la Fondation Montaigne, peut-être qu'elle ira. Si je dis je connais Madame Kassem, j'ai confiance en elle, c'est important que vous y alliez, je sais qu'elle va vous aider, et bien je sais que les chances de correspondre, et ça on peut le faire tant pour les lieux de soins que pour les mouvements d'entraide, que pour les patients experts, pour la personnalisation. On identifie des personnes ressources et pourquoi pas, vous allez voir aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Caroline, et pourquoi pas imaginer aussi à terme que des patients experts soient des correspondants directs des lieux de consultation. On est en train de mettre en place un très beau projet avec l'École nationale de la magistrature, avec qui on travaille, où les femmes viendraient rencontrer des femmes qui ont des enfants placés pour les amener vers le soin, parce que dès que, Caroline vous l'expliquera, dès qu'elle a rencontré elle-même une patiente experte, eh bien, évidemment que l'enjeu était complètement différent, puisque des visus, les soignants comme les patients ont l'image que, eh bien oui, on peut s'en sortir, et on peut s'en sortir dans de bonnes conditions, et sans être frustré, et sans être malheureux. Donc du coup, pourquoi pas identifier effectivement un patient expert qui serait un correspondant des consultations. Je vais laisser la place à Caroline, donc je vous remercie de votre attention. Non, toi, tu n'as pas de diapo. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Caroline Danto, j'ai 52 ans, je suis mère de 3 enfants. Donc, je suis une ancienne buveuse, donc dépendante à l'alcool, aujourd'hui abstinente, et je suis maintenant depuis quelques années patiente expert en addictologie. Donc à ce titre, j'accompagne des patients et je fais, comme Micheline l'a dit tout à l'heure, donc de la formation auprès de bénévoles, de travailleurs sociaux et également de professionnels de la santé. Pour vous donner un petit exemple qui m'a quand même, je dirais, un peu troublée, plus que troublée même la semaine dernière, j'ai fait une formation auprès des externes en médecine à l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon. Donc les élèves, enfin les étudiants avaient été en 6e année et il y a une jeune femme qui avait fait son stage dans au service maternité de Bichat et qui me dit, pendant mes consultations, je n'ai jamais posé la question à la patiente, quelle est votre consommation d'alcool? Jamais. Donc je me suis dit, oups, on est quand même en 2020. D'où l'intérêt quand même vraiment de prendre le problème à bras le corps, je dirais. Donc pour commencer, je tenais à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui, bien sûr. Et puis j'espère pouvoir vous aider et vous donner envie, en fait, d'aborder la question alcool avec vos patientes, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc moi, j'ai commencé à consommer de l'alcool vers 17 ans, au départ de manière festive et occasionnelle. Puis peu à peu, l'alcool est rentré dans ma vie, la rendant infernale. Donc moi, j'ai eu 4 grossesses, j'ai 3 enfants aujourd'hui, puisque j'ai perdu un enfant, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et je vais vous tenter aussi de vous expliquer pourquoi j'ai détesté être enceinte, alors même que je voulais bien sûr des enfants et que j'adore mes enfants. Donc à cause tabac, alcool, entre autres. Donc 1995, ça m'énerve ça. Voilà. 1995, donc ma première grossesse pour Mathieu. Donc ma gynéco m'avait parlé toxoplasmose, listériose. Elle m'avait fait la morale concernant le tabac parce que moi je fumais presque 2 paquets par jour. Et donc il fallait que je diminue à 3 à 5 cigarettes par jour. Donc c'était super dur. D'autant plus que je n'avais pas de substitut nicotinique. Donc très compliqué. Et puis je me sentais honteuse évidemment en même temps. Par contre, à cette époque-là, donc 95, personne ne m'avait jamais parlé de ma consommation d'alcool. On m'avait juste dit que je pouvais prendre un verre de temps en temps de manière occasionnelle. Et puis au bout de 6 mois de grossesse, j'ai dû rester allongée pour des problèmes d'accouchement prématuré. Et donc là, le manque de tabac, plus le stress avec l'accouchement prématuré, plus l'ennui,
ont fait que j'ai commencé à consommer un peu d'alcool. Pendant les 3 années suivantes, là, avec mon mari, on avait instauré l'apéritif systématique tous les soirs. Donc, c'était vraiment le sas de décompression. Je ne me posais pas de problème, de questions. En fait, pour moi, c'était limite normal. Après, métro, boulot, enfant, bon, bah voilà, le petit apéritif de relaxation. Donc, j'étais dans la consommation psychotrope classique, mais je dirais comme tout le monde. 98, deuxième grossesse. Donc là, ça a été quand même plus compliqué de stopper ce rituel apéritif tous les soirs. Et à cette période, j'aurais vraiment aimé en fait qu'on me parle de ma consommation d'alcool, à condition évidemment de ne pas être acculée à avouer une quantité ni à me sentir jugée. Mais si j'avais été en confiance, j'aurais pu parler un petit peu de ma consommation et peut-être pour le coup la limiter. Enfin, je sais pas. Enfin bon. Ça aurait pu quand même m'aider obligatoirement. Donc après la naissance, donc là c'était ma fille Charlotte, j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes, donc apéritif tous les soirs, avec augmentation de quantité, de par j'ai été licenciée économique, bon, rien à voir avec l'alcool, mais enfin bon, stress du licenciement, du prêt immobilier à rembourser, mon mari qui créait sa société, enfin bref, pas mal de choses qui ont fait que consommation en augmentation. 2001, donc 3e grossesse, donc le sujet d'alcool n'est toujours pas abordé lors de mes consultations. Et en fait, pour moi, pour me rassurer, je me disais, on ne me parle pas alcool, mes 2 enfants vont bien, donc tout va bien. Et puis, donc c'est en fait une forme d'une manière de me déculpabiliser, et puis en même temps, j'étais dans le déni finalement. Donc pendant cette grossesse, je consomme. Et mon fils Yann est né à 7 mois de grossesse, donc prématuré, dans un hôpital où il n'y avait pas de service néonat, donc il est décédé quelques heures après l'accouchement. Donc ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais donné son corps à la science, et il y a eu une autopsie qui a été faite. On m'a remis à moi les résultats de l'autopsie, bon, enfin j'y comprenais rien, c'était vraiment du charabia, donc je les ai remis à ma gynéco et à mon médecin généraliste, et je n'ai jamais eu de retour. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul que j'ai et ce que je sais maintenant de l'alcoolisme, notamment ce que ça fait sur le bébé, je me pose évidemment des questions. Quel a été le lien et l'impact de ma consommation d'alcool sur mon accouchement prématuré et le décès du bébé? Bon, j'aurais jamais de réponse parce que je n'ai plus l'autopsie. Et donc, évidemment, à cette époque, j'aurais vraiment bien aimé, en remettant ce résultat d'autopsie, pouvoir en parler, discuter, partager. Bon, ça ne s'est pas fait. Et puis 2 mois après cet accouchement-là, j'ai eu des gros problèmes de dos. Donc là, l'alcool m'a servi, en plus du côté psychotrope, il m'a servi de médicaments, hein, donc l'alcool, consommation antalgique. 2003, décision de faire un nouvel enfant, donc là c'est Agathe. Donc évidemment, grossesse super compliquée parce que j'avais des problèmes de dos, j'avais le traumatisme du décès de mon fils, la peur de l'accouchement prématuré, etc., etc., etc. Donc là, l'alcool était vraiment devenu un problème dans ma vie, j'en avais vraiment besoin. Et ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, j'avais ma consommation officielle, donc le petit verre de temps en temps, auquel j'avais soi-disant droit depuis 1995, et puis la consommation cachée, celle dont j'avais vraiment besoin et qui me faisait du bien. Donc j'étais vraiment dépendante là. Je savais que je buvais trop, mais personne n'en parlait, j'avais pas de réflexion, donc bon. Et en fait, j'étais vraiment quand même en détresse, bien évidemment, parce que j'essayais de diminuer ma consommation sans y arriver. Et à cette époque, j'aurais vraiment eu besoin que ma gynéco, ma sage-femme, enfin qu'un de mes soignants m'en parle, que je puisse partager avec eux. Parce qu'à cette époque-là, j'étais dans un tel, je dirais, degré de honte, de culpabilité, que c'était impossible pour moi d'en parler de moi-même. Il fallait vraiment qu'on vienne vers moi. En plus de ça, on n'était que en 2003, je dirais, mais je ne connaissais absolument pas les conséquences de l'alcool vraiment sur le bébé, tout ce qui était SAF, TCAF, etc. Bon, je ne connaissais pas. Donc voilà. Et c'est vrai que si à l'époque j'avais su qu'un verre de moins, c'est toujours un neurone de plus, ça c'est une phrase que j'ai trouvée chez Sarah Koskas et que je trouve vraiment la phrase choc, clairement. Donc voilà, je vais presque finir ma petite histoire perso, on va dire. Donc bon, après j'ai quand même continué à consommer pendant plus de 10 ans, jusqu'à rentrer enfin en soins en 2013. Donc il m'a fallu plus de 10 ans en fait entre le moment où j'ai vraiment pris conscience que j'avais un problème avec l'alcool et le moment où je suis rentrée en soins.
Et ce, malgré le fait que ma propre sœur était dépendante également, avait été soignée, s'en était sortie, et elle avait une super qualité de vie. Donc j'avais vraiment l'exemple et le carnet d'adresse sous les yeux. Donc 3 ans supplémentaires. Donc en premier lieu, j'espère que je suis dans les temps. Ça va? Donc en premier lieu, il y a 2 points fondamentaux dans mon histoire de l'entrée en soins, déjà. Le premier, c'est l'ambivalence. Donc pour moi, comme pour beaucoup de personnes comme moi, l'alcool est une solution avant d'être un problème. Et quand le problème, ou plutôt les problèmes sont arrivés, je me suis trouvée dans une phase un peu d'ambivalence en me disant j'aimerais bien garder les bons effets de l'alcool, mais par contre qu'on m'enlève les mauvais effets, la gueule de bois, les oublis, etc. etc. Et donc cette ambivalence, vous l'avez peut-être certainement d'ailleurs rencontrée auprès de vos patientes, et notamment peut-être parfois dans des actes. Par exemple, je prends un rendez-vous et puis finalement je l'annule ou j'y vais pas, ou voilà. Donc ce plus-moins, on va dire. Or, résoudre l'ambivalence, c'est vraiment la clé du changement. Donc pour nous aider dans cette phase d'ambivalence, il faut que ce soit vous, les professionnels de santé, qui enfonciez le clou, qui nous marteliez autant de fois que possible que ce n'est pas de notre faute, qu'on a besoin d'aide, parce qu'on est malade. Et moi, le mot maladie, pour moi, c'est ce qui ça m'a sauvé. En fait, c'était vraiment le mot magique. Parce que qui dit maladie dit que c'est pas un vice, c'est pas de ma faute. Et donc, ça enlève une partie de la honte et de la culpabilité. La seconde chose, c'est que qui dit maladie dit possibilité de rentrer en soins. Donc, ça donne évidemment de l'espoir. Et puis donc le second point dans l'entrée en soins, ça a été la temporalité. Bon là je vais revenir rapidement dessus, mais donc moi il m'a fallu quand même 10 ans entre la dépendance et le soin. Or dans un cas de grossesse, il n'y a que 9 mois évidemment, donc c'est vraiment une course contre la montre, et d'où l'intérêt de prendre le problème le plus tôt possible, d'en parler dès que possible. Et puis quand ce que Micheline disait tout à l'heure, c'est que l'addiction c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que si on pouvait entendre cette phrase, ces mots dans votre bouche, on pourrait alors beaucoup plus facilement accepter l'aide et l'accompagnement que vous nous proposez. Parce que moi, je me sentirais comprise. C'est fait un peu l'effet miroir. Parce que la maladie alcoolique, et ça j'aime bien, c'est la maladie de la relation qui se soigne par la relation. Enfin, j'ai presque fini. Donc, ce qui m'a vraiment aidée au début de mes soins, je suis tombée dans l'équipe du service addicto de l'hôpital Bichat, où j'étais super bien accueillie. Et en fait, j'ai signé un contrat de sevrage là-bas, où j'avais 2 obligations, le groupe de parole et le patient expert. Alors, le groupe de parole, il fallait que j'y aille. Je n'avais pas du tout envie d'y aller parce que, en fait, je n'avais pas envie d'étaler ma vie privée auprès d'inconnus. Moi, c'était pas pareil, j'avais honte, enfin bref. Et puis, en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui avaient des parcours de vie complètement différents du mien, mais avec lesquels j'étais liée, avec cette fameuse problématique de l'addiction, et bon, entre autres de l'alcool, mais même toute addiction confondue. On était tous en souffrance. Donc c'était un peu comme une grande famille, avec des gens qui me ressemblaient, où on a trouvé bienveillance, de l'écoute, enfin super. Et puis j'ai rencontré un patient expert, ou plus exactement une patiente experte. Donc je vois arriver Ariane, femme, même âge que moi, enfant. Donc immédiatement, l'identification s'est faite, logique. Et elle me parle de sa honte, de sa culpabilité et de la manière dont elle s'était sortie du produit, notamment grâce au groupe de parole. Et en voyant ça, je me suis tout simplement dit, si Ariane s'en est sortie, pourquoi pas moi? Et d'ailleurs, pour le coup, maintenant, je suis patiente expert, donc ça a dû fonctionner. Donc, je vous invite à vous entourer, de vous créer en quelque sorte un carnet d'adresses avec des noms de patients experts, des noms de personnes à contacter dans certaines structures, pour que vous puissiez en fait avoir de l'aide pour nous aider. Mais comme disait Micheline, et puis vous disiez ça aussi je crois tout à l'heure, il faut rester, d'accord, il faut rester un repère, c'est-à-dire l'interlocuteur privilégié, parce que nous, on vous a fait confiance à vous, pas aux voisins. Donc c'est important de garder ce lien. Donc pour finir, en fait, je voulais vraiment donc insister sur l'importance de la parole et le fait qu'à cause de cette honte due notamment aux représentations, etc., on est incapable de parler, de se confier au départ. Donc c'est à vous, en tant que soignant, d'oser nous parler, de ne pas attendre de la demande, parce qu'elle ne viendra jamais.
Enfin, à mon avis, pas très souvent en tout cas. Donc il faut vraiment forcer la rencontre. Donc comme disait Micheline, le silence tue plus que les produits. Puis dans le cas d'une grossesse, on peut avoir 2 voire plus de victimes, donc c'est super important. Et le soin commence, et ça c'est vachement important aussi, le soin commence dès que la parole est posée. Donc dès qu'on en parle, ça y est, on est dans une mécanique positive. Et puis, ce que j'ai trouvé pour moi très important aussi, ça a été de recevoir de l'information, des renseignements. Donc, ça peut être des petits livrets, etc., pour comprendre ce que Micheline montrait tout à l'heure, donc le mécanisme de l'addiction, le mécanisme de la récompense. Parce qu'en fait, ça permet de s'approprier la maladie et donc, pour le coup, de devenir acteur de sa maladie. Donc, voilà, merci de votre attention. Merci Madame Danto pour la force de ce témoignage, cette vision positive aussi des choses. Et puis on voit bien toutes les occasions ratées tout au long de votre parcours où on aurait pu intervenir beaucoup plus tôt et personne n'a osé évoquer le problème alors que les signes étaient là, même la génétique familiale, enfin l'histoire familiale. Bon, c'est troublant, mais c'est une réalité. Donc, et on voit bien que tous les soignants sont importants, tous les acteurs du soin peuvent à n'importe quel moment, par une écoute active, par de la bienveillance, jouer leur rôle. On n'est pas obligé d'être un addictologue chevronné pour aborder le problème. Tous les soignants, tous les acteurs du soin, même les acteurs du médico-social, du social, l'important c'est le moment où on va poser la parole, où on va trouver l'interlocuteur, qui va permettre de libérer les choses, que la patiente puisse se confier. Et après, cette personne-là, elle mobilisera le réseau de soins et les professionnels adaptés. Et ce sera toujours un référent important et probablement le référent le plus important. Donc, j'imagine qu'il y a des questions dans la salle. On est déjà un petit peu en retard, peut-être juste 1 ou 2 questions. Des questions ? Oui, une question. Soit vous vous levez, vous parlez fort, parce qu'avec Covid oblige, soit je vais répéter votre question. Vous voulez le micro ? Vous voulez que je parle fort ? Oui, en fait, je préférais garder le micro. En fait, voilà. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Je suis Serge Mousson, je suis médecin addictologue à l'hôpital de Niort. J'aimerais vous poser, merci de votre excellente présentation. Une question, comment vous avez été hospitalisé à l'hôpital Bichat et vous avez signé un contrat ? Je n'ai pas entendu. Bon, je vous donne le micro. Vous avez été hospitalisé à l'hôpital Bichat et vous avez signé un contrat. Oui. Comment avez-vous vécu ce contrat ? Et je pose aussi la question à Mme Clodon, pourquoi on doit faire un contrat pour des patients addicts et pourtant dans d'autres pathologies on ne signe pas de contrat ? Je suis un peu contre le contrat en addictologie. Merci de votre réponse. La question, c'est quoi ? C'est à tous les deux. Oui. D'accord. Alors, Caroline me propose de commencer par répondre sur le contrat. C'est au fur et à mesure qu'en évoquant la question avec les patients, c'est les patients qui nous ont dit, mais enfin, l'addiction, c'est une maladie du cadre, on a besoin de cadre, et donc si vous nous laissez, si vous ne nous donnez pas un cadre rassurant, on revient au... Eh bien, on va pas être rassuré, quoi. Donc, on a proposé cette signature de contrat qui parfois, Caroline vous le dira, est l'objet de 2, 3, 4, 5 entretiens au cours duquel il y a, comme dans tous les contrats, nos 2 signatures, celui du thérapeute et celui du patient, dans lequel on s'engage mutuellement à faire le mieux pour que ce soin puisse se poursuivre. Et dans ce contrat, on explique pourquoi le groupe de parole, et là c'est en lien direct avec les représentations, est une obligation. C'est pas optionnel, parce que si on demande aux patients est-ce que vous voulez aller au groupe de parole, évidemment que ça sera non. Donc moi j'ai mis 15 ans avant de franchir le pas et de me dire pour le patient, je vois à quel point c'est une aide, parce que c'est ce que les patients m'ont dit, obligation d'aller au groupe de parole, obligation de rencontrer un patient expert, parce que l'identification qu'on peut avoir avec quelqu'un qui va bien est irremplaçable. Voilà pour ma part. Maintenant, Caroline, ce que tu as... Donc le contrat, comme Micheline...
comme Micheline a dit, effectivement, j'avais pas trop envie de faire ce qui était dans le contrat. Mais moi, j'ai bien apprécié d'avoir un contrat parce qu'en fait, bon, c'est pas un contrat qui oblige à un résultat, évidemment, hein. Mais c'est le contrat dans lequel on devient acteur aussi de son soin. Donc, et dans tout contrat, il y a des avantages et des inconvénients ou des obligations. Et donc, moi, ça m'a vraiment aidée. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais plus où il est, monsieur. Oui, ça soulève deux problèmes. En fait, il veut soulever l'idée qu'on ne demande pas en général dans les autres services ou dans les services de médecine aux patients de signer un contrat. Oui. Voilà, c'est la différence par rapport aux patients addicts, et c'est vrai que de plus en plus on réfléchit à amener les choses autrement. Mais maintenant, nous on parle plutôt de projets de soins personnalisés et qu'on fait aussi, qu'on réadapte et qui est discuté avec le patient, qu'on fait signer au patient dans la même démarche que ce que vous présentez. Mais la question était intéressante, effectivement, parce que rappeler que les choses ont changé et qu'on n'est plus dans cette idée qu'on impose l'abstinence aux patients. On n'est pas passif, voilà. là, on devient vraiment acteur. Qui est une forme de maltraitance aussi, d'imposer l'abstinence aux patients. Donc j'imagine que c'est bien loin de ça. Mais la question est importante. Mais du coup, c'est très paradoxal sur le groupe de parole, parce que moi j'ai mis 10 ans à réfléchir avec des patients avant de parce que c'est comme si on refusait au patient quelque chose qui va lui faire du bien. Donc c'est un paradoxe de la liberté. C'est-à-dire ne pas lui proposer, c'est comme si on le privait de quelque chose. Oui, oui. Tellement les représentations sont fortes. Donc en effet, bien sûr qu'au bout du compte, on lui explique pourquoi. Bien et sûr. Que c'est lui qui devient, mais du coup, et d'ailleurs de plus en plus, Caroline, tu l'as vécu comme ça, c'est pas nous qui proposons le groupe de parole, c'est le patient expert. En disant, tu sais, ça m'a fait tellement de bien, tu devrais y aller, hein, parce que, bon, on nous oblige, mais en fait, qu'est-ce que c'est super. Donc, oui. Je trouve que c'est un paradoxe très compliqué. Oui. Est-ce qu'on a le temps d'une autre question ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais je crois qu'on a répondu à la question. Juste Eliane, une chose, c'est que c'est tout à fait ça. Je pense que dans les consultations, quelles qu'elles soient, même, on fait de plus en plus de coprescription, c'est-à-dire des ordonnances vertes qui sont signées à la fois par le médecin ou le soignant et le patient. Ce n'est pas un contrat, c'est-à-dire on est dans une décision négociée. Oui. Et on prescrit parce qu'il faut qu'il y ait notre signature, mais c'est le patient qui s'auto-prescrit ce qu'il a décidé de faire. Et du coup, on repart de ça à la consultation suivante, comment ça s'est passé. Donc je pense que même en consultation en ville, indépendamment du contrat dans un séjour hospitalier, on est de plus en plus dans ces décisions partagées qui sont des coprescriptions en fait. Oui. C'est pas un contrat au sens où, voilà, mais quelque part les deux s'engagent. Voilà, donc c'est cet aspect contrat qui n'est pas... Et du coup, c'est vrai pour les addicts, mais c'est vrai aussi pour tous les changements. Le diabétique, sa nutrition, enfin, etc. Du coup, ça déborde les addictions et c'est ce qui en fait le côté intéressant. Oui, merci beaucoup Philippe de cette remarque. C'est vraiment passé, ce qui pourrait paraître bizarre de faire signer le contrat. Pour nous, c'est au contraire passer de la verticalité à l'horizontalité. On est et on réfléchit ensemble et d'ailleurs, sur un certain nombre de points, les patients experts nous ont expliqué, par exemple, à un moment donné, on a introduit, on avait 5 jours sans sortir de l'unité, puis on a changé ça parce qu'on recevait pas mal de gens de la rue et donc du coup, ils avaient besoin de sortir. Et les patients experts nous ont dit, mais vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi en laissant les patients descendre. On a besoin de savoir qu'on ne peut pas franchir cette porte et que vous nous aidez comme un joueur qui se ferait interdire de casino. On a besoin, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose que nous prescrivions à nous-mêmes, en quelque sorte. Et ça, on a trouvé ça très, très intéressant et pertinent. Merci, Philippe. Tout à fait.